Et je vous invite pour notre première table ronde. J'invite donc Virginie Schwartz, Thomas Le Sueur et Paula Forteza à nous rejoindre sur la scène. Voilà, écoutez, pour cette première table ronde, autour du rôle de l'État en matière d'innovation, je vais commencer peut-être par Thomas. Thomas Le Sueur, tout nouveau commissaire au développement durable. Première question peut-être sur le regard posé sur les startups dans le contexte de nos politiques publiques. Quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Merci Thierry, bonjour à toutes et à tous. C'est drôle parce qu'il y a quelques années, j'étais interrogé dans un environnement un peu moins favorable que l'ambiance qui est ici. Et mes contradicteurs qui avaient parlé avant moi, là j'ai la chance de parler le premier, avaient dit que l'État en fait faisait toujours trop tard et trop peu. J'espère que ces temps ont changé et effectivement le regard que l'on a sur les startups dans ce ministère et j'espère pour l'ensemble de l'État s'est ajusté, s'est aiguisé au fur et à mesure des dernières années. D'ailleurs, Frédéric Mazzella l'a un petit peu dit, il a reconnu que l'écosystème était plus favorable et je crois qu'il y a des chiffres sur l'attractivité de la France, pas propres aux startups, mais c'est quand même un signal important qui viennent de sortir, qui montre que voilà, la France progresse, le Choose France obtient quelques résultats. Donc le regard sur les startups, c'est d'une façon générale, si je m'exprime au nom de l'État, c'est un regard très favorable qui cherche à comprendre et à accompagner ce mouvement. Et si on se concentre sur la transition écologique, et c'est tout le sens de la Green Tech verte, c'est plus particulièrement de favoriser l'innovation dans les métiers et les domaines qui sont ceux des politiques publiques du ministère. Et là, les défis sont immenses. Et la ministre Brune Poirson, qui nous a fait l'amitié de venir tout à l'heure et de dire quelques mots, vous a dit avec quel entrain et quel enthousiasme elle observait tout cela et nous encourageait, nous, son administration, à vous aider toujours mieux. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors pourquoi ces startups sont si importantes pour nous en fait? Et on ne pourrait pas faire nos politiques publiques sans les startups? Ça, c'est un petit peu le vieux modèle. On essaie de changer, on essaie aussi de s'adapter, même si c'est difficile, même si parfois, même au sein de l'administration, on n'a pas le même regard que ceux qui étaient portés sur Frédéric Mazzella quand il a dit à ses camarades qu'il quittait son boulot. Mais enfin, tout de même, ceux qui cherchent à promouvoir de nouvelles approches sont parfois encore regardés avec une certaine curiosité. Et pourtant, c'est indispensable de s'appuyer sur les startups, de s'appuyer sur l'innovation externe et de ne plus considérer que l'État est celui qui sait et qui doit dire dans quelle direction il faut aller. Il faut que l'État se recentre sur les domaines où il a une valeur ajoutée. Et pour vous accompagner, vous, start-up, la valeur ajoutée que nous pouvons avoir, elle est probablement pas dans le fait de trouver de l'argent et de vous financer. Ça pourrait être confortable, mais au fond, et ça a été dit tout à l'heure, de l'argent, il y en a. En revanche, il faut créer les conditions de la confiance de l'investisseur. Et là, l'État, il peut avoir son rôle. C'est le sens des labels Green Tech verte que nous donnons, qui aident. C'est pas magique, mais enfin, ça aide, ça conforte un dossier. L'État, il est régulateur, il est normalisateur, donc il peut aider et il doit lever les freins à l'innovation, les freins qui existent dans sa réglementation. Là, il a une valeur ajoutée qui lui est spécifique, donc c'est là qu'il doit aider les startups. Il doit aussi permettre de vous accompagner, c'est ce qu'on essaye de faire, dans des domaines où peut-être l'offre n'est pas totalement en place ou facile dans les dossiers de financement, par exemple. C'est pas toujours évident d'avoir une forme de coaching ou d'appui pour comprendre le maquis administratif. Nous, on le connaît, c'est un peu notre métier, c'est un peu notre spécialité, malheureusement. Donc, voilà, les équipes de la Green Tech verte peuvent vous aider à trouver les contacts et jusqu'à... C'est aussi mon rôle au commissariat général au développement durable et de vous orienter vers les bons interlocuteurs publics qui peuvent vous aider à lever les freins réglementaires, à mieux comprendre l'innovation que vous apportez et donc finalement à faire émerger jusque dans l'action de l'État l'innovation que vous portez. Parce que tant qu'elle n'est pas connue à bon niveau, c'est-à-dire au niveau politique, au niveau des décideurs administratifs,
eh bien, je ne dis pas que vous ne pouvez pas progresser, parce qu'heureusement, la force et la qualité et la pertinence des solutions que vous identifiez a sa propre dynamique, mais on peut changer quand même d'échelle une fois que c'est intégré aux politiques publiques. Et c'est là qu'est la force, et je réponds plus précisément à la question, c'est là qu'est la force de redynamisation de nos politiques publiques. Changer d'approche, s'appuyer sur vous pour vous faire grandir et finalement créer un relais de puissance à des politiques publiques qui, dans les vecteurs et les mécanismes traditionnels, en fait, s'épuisent et s'étouffent. Alors justement, une de nos politiques publiques, c'est la politique de l'énergie. Et on a la chance d'avoir avec nous Virginie Schwartz, donc directrice de l'énergie à la Direction générale de l'énergie et du climat. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où sont les besoins en matière de start-up ou en tout cas d'innovation, d'enjeux de demain? Quel est le constat? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a besoin de transformer complètement la manière dont on produit et dont on consomme de l'énergie. On sait que atteindre la neutralité carbone en 2050, ça veut dire en gros diviser par 2 nos consommations d'énergie et ça veut dire ne plus utiliser que de l'énergie décarbonée. Alors heureusement, il y a déjà des solutions qui existent pour ça aujourd'hui et il faut commencer à agir dès maintenant et surtout pas attendre. Ceci dit, on sait qu'on n'atteindra pas cette ambition, cette ampleur si on n'a pas des innovations, des solutions complètement nouvelles. Alors de quoi on a besoin ? On a besoin de développer des nouvelles réponses technologiques, des briques technologiques. Il y en a quelques-unes ici. Il y a aussi de l'innovation qui se fait dans des grandes entreprises sur ce sujet-là. Je dirais que c'est l'innovation la plus classique dans le domaine de la transition énergétique. Mais on a surtout besoin de faciliter le déploiement de ces solutions. On a besoin qu'elles soient moins chères, on a besoin qu'elles soient plus simples à utiliser, on a besoin de simplifier. Et donc là, on parle d'innovations qui vont être beaucoup des innovations organisationnelles. Blablacar, on vient de le voir, c'est typiquement ça. C'est des innovations sociales, des innovations qui vont changer finalement la façon dont on voit un sujet. C'est l'exemple de Vélib à Paris, en tout cas quand ça marchait. Il y a 10 ans, avant Vélib, à Paris, quand vous étiez à vélo, vous étiez effectivement un écolo. Quand vous étiez à vélo à New York, vous étiez un coursier. Aujourd'hui, tout le monde fait du vélo à New York, à Paris. Et les entreprises qui mettent des vélos en libre service ont complètement changé notre représentation sociale du sujet. Et ça, c'est essentiel parce que la transition énergétique, elle passera par nous tous. Tous les citoyens, tous les consommateurs, toutes les entreprises, toutes les collectivités doivent s'approprier et mettre en œuvre ce changement. Et puis, on a besoin d'intégration. On a besoin pas simplement de développer des briques individuelles, mais on a besoin de les mettre ensemble, de les associer, de penser différemment. On a besoin d'un système électrique dans lequel on va avoir un lien entre la production et la consommation. On va devoir adapter notre consommation au moment où nos énergies renouvelables produiront. On va avoir besoin de stockage. Alors ce stockage, il pourra être électrique, mais il pourra peut-être être demain sous forme de gaz, sous forme d'hydrogène, sous forme de méthane. Donc on va faire un lien entre le système électrique et le système gazier. On va faire un lien avec les batteries de nos véhicules électriques. Frédéric Mazzella disait une voiture, ça passe l'essentiel de son temps garé. Pendant qu'elle est garée, une voiture, ça peut aussi servir à faire du stockage tampon pour le système électrique et peut-être le soir à finir de se décharger dans votre logement au moment de l'heure de pointe. L'intégration de ces solutions, ça nécessite de penser complètement différemment, de sortir des silos traditionnels, que ce soit dans l'administration ou dans le monde de l'entreprise, des secteurs qui sont très cloisonnés. Il faut les regarder globalement. Et donc, c'est de toutes ces innovations dont on a besoin. Alors, quelques exemples peut-être de start-up qui font pétiller les yeux de la DGEC. Alors peut-être quelques exemples au travers des manières dont on les soutient et finalement de ce qu'on essaye de faire pour les aider. Alors, on essaye quand même d'apporter un peu d'argent pour faciliter la prise de risque. Parce que certes, il y a de l'argent, mais sur les projets les plus risqués, les plus innovants, il n'y en a quand même pas toujours si facilement que ça. Et donc ça, c'est le programme des investissements d'avenir, qui est notre bras armé. Depuis 2010, on a soutenu presque 800 projets de 2,5 milliards d'euros, avec des choses vraiment exemplaires. Si on parle briques technologiques,
Wagabox, une solution toute simple, j'allais dire, il suffisait d'y penser, pour purifier du biogaz issu de décharges, transformer nos décharges en du gaz vert qu'on met dans les réseaux de gaz et qui va ensuite servir à chauffer nos logements. Un data center en Nouvelle-Aquitaine, là, qui vient d'être aidé, qui utilise la ventilation naturelle. Rien de plus naturel, on a tous fait des courants d'air, mais pour réduire la consommation énergétique de ce qui est aujourd'hui un des secteurs dont la consommation croît la plus rapidement en France. Dans des choses plus comportementales, on va développer l'autoconsommation collective, c'est-à-dire l'idée que sur un territoire, on va produire du photovoltaïque et le consommer au même endroit. Ça nécessite plein d'intelligence. C'est vraiment un des endroits où la transition numérique et la transition énergétique se rejoignent. Voilà, des gens comme Digisol, qui ont été aidés par les investissements d'avenir, qui font de la blockchain dans l'autoconsommation collective, ou Wisol, qui est ici, qui travaille aussi sur ce sujet-là. Toujours des investissements d'avenir, des gens qui utilisent la maquette numérique pour faciliter la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, le bâtiment 2.0 pour faire de la rénovation en milieu occupé et faciliter la rénovation. Voilà, donc toutes ces PME qui sont aidées dans un flux régulier d'appels à projets et puis dans les concours d'innovation qui sont financés par le PIA. Ce qu'on fait aussi, c'est effectivement d'intégrer ce soutien à l'innovation dans nos politiques publiques, nos politiques de soutien classiques au développement des renouvelables, pour que les solutions, on ne les ait pas seulement fait émerger, mais surtout on les fasse se déployer. Et donc, typiquement, dans nos appels d'offres de soutien aux énergies renouvelables, on a des compartiments spécifiques pour l'innovation. On va soutenir, par exemple, l'agrovoltaïsme, le fait de combiner en même temps un développement plus favorable à l'agriculture. Par exemple, tout bêtement, on fait de l'ombre au bon moment ou de l'ensoleillement au bon moment avec du photovoltaïque. Des gens comme Ombrea qui ont été soutenus. Et puis, on va aussi soutenir de l'innovation sociale sur le mode de financement avec ce qu'on appelle le financement participatif. L'idée que chaque citoyen, chaque collectivité va pouvoir financer les projets d'énergie renouvelable qui sont à côté de chez lui. Et donc ça, ce n'est pas une entreprise aujourd'hui, c'est entre 60 et 80% des lauréats selon nos appels d'offres qui font du financement participatif. Un dernier mot sur les dispositifs, les certificats d'économie d'énergie, parce qu'il n'y a pas que les énergies renouvelables, il y a vraiment baissé notre consommation. On a soutenu 25, ce qu'on appelle des programmes, des actions innovantes. Un exemple sur l'industrialisation de la rénovation des bâtiments éducatifs avec le programme TRES, la société Namer qui est là aujourd'hui. Pour pouvoir faire tout ça, il y a un élément qui est majeur, qui est celui de l'ouverture des données. Et là aussi, des entreprises qui font des choses extrêmement puissantes avec les données que nous essayons de rendre de plus en plus accessibles. Il y a un fameux article 179 dans la loi sur la transition énergétique qui a lancé cette dynamique d'ouverture des données dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, vous pouvez trouver plus de 120 jeux de données sur qui, où, comment produit et consomme l'énergie. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ça permette à de nouvelles entreprises de s'en emparer. Merci. Alors cet enjeu de la donnée, Paula Forteza, Madame la députée, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors, la donnée, l'innovation, la start-up. Très bien. Donc, je vais vous parler plutôt des innovations liées au numérique, qui sont ma spécialité, et du lien entre numérique et transition écologique. Donc, il y a deux volets dans cette relation. Le premier est comment le numérique peut être utilisé pour la transition écologique. Et donc ça, c'est un sujet qui est travaillé depuis longtemps.
et où on voit qu'on peut par exemple utiliser la data science, l'intelligence artificielle pour optimiser les dépenses d'énergie dans des bâtiments par exemple. Et là-dessus, il y a beaucoup qui avait été écrit par Cédric Villani dans son rapport sur l'intelligence artificielle. Et c'est vrai, je suis absolument d'accord qu'il nous faut les données. Il faut les données ouvertes. Il y a des données qui ne sont pas encore ouvertes et il faudrait qu'on fasse un peu plus d'efforts. Par exemple, la base de données sur le bilan énergétique des bâtiments. C'est une base de données qui est très demandée par l'écosystème et la société civile. Et là-dessus, il faudrait vraiment pouvoir l'ouvrir. On a par exemple des entreprises, plutôt des initiatives de la société civile, dont une est incubée ici, qui s'appelle Open Food Facts, et qui essaye maintenant de calculer la trace carbone des produits alimentaires. Et elle a vraiment beaucoup de mal parce que justement, il n'y a pas encore assez de données, pas encore dans les bons formats, pas encore d'assez bonne qualité. Donc ce travail dans les données, il a été commencé par l'État et il faut vraiment l'accompagner, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Le deuxième volet est plutôt, qui est un volet sur lequel on commence à travailler en ce moment, et c'est un chantier énorme qui s'ouvre en termes de recherche, d'innovation, c'est l'impact énergétique du numérique, l'impact environnemental du numérique. Et donc là-dessus, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est d'adopter un peu une vision en termes de cycle de produits, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans la production du hardware, voilà, des dispositifs. Il y a des choses qui peuvent être faites dans le développement des sites web, des services en ligne, etc. Il y a des choses qui peuvent être faites dans l'usage, au niveau de l'usage des individus. Donc je vais vous donner quelques exemples, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Et encore une fois, ça ne fait que commencer un peu ces réflexions. Mais par exemple, sur le hardware, il faut vraiment travailler sur la réparabilité des dispositifs. Là-dessus, il y a des choses qui peuvent être faites, par exemple, au niveau européen. Donc, il y a des actions pour essayer de faire que les batteries soient, en fait, qu'on puisse les enlever facilement pour qu'on n'ait pas à acheter un nouveau dispositif chaque fois que la batterie s'use. Il y a des choses qui peuvent être faites aussi au niveau national. Donc, on voit que Brune Poirson mène des actions dans sa nouvelle loi pour l'économie circulaire. Donc, par exemple, elle veut créer un indice de réparabilité pour que les citoyens puissent savoir quel type de hardware va pouvoir être utilisé plus longtemps, va pouvoir être réparé, etc. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire sur, par exemple, comment travailler contre l'obsolescence programmée. Donc, il y a des lois déjà qui ont été passées en France, mais c'est un chantier qui s'ouvre. Sur la partie du développement web, il y a des nouvelles bonnes pratiques qui commencent à se mettre en place sur l'éco-conception des sites. Donc là-dessus, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau des langages qui sont utilisés, au niveau des bonnes pratiques de développement, de code, au niveau d'avoir des designs qui soient plus légers et avec moins, par exemple, de vidéos, d'images, de publicité. Bon, là-dessus, il y a tout un business model derrière qu'on pourrait remettre en cause. Et donc là-dessus, il y a des actions qui ont commencé à être menées. Par exemple, l'ADEME soutient quelques entreprises en Occitanie pour pouvoir travailler sur l'éco-conception des logiciels. Elle a aussi lancé des appels à projets. Donc c'est un chantier entier qui s'ouvre. Et un dernier exemple que je pourrais vous donner, c'est sur le stockage des données. Donc les data centers, les fameux data centers qui consomment beaucoup d'énergie. Et donc il y a des entreprises qui commencent à faire des data centers complètement supportés par de l'énergie renouvelable et même qui réutilisent la chaleur, l'énergie qui est produite par ces data centers pour, par exemple, réchauffer des bâtiments. Donc vraiment une économie circulaire qui se met en place. On peut nommer par exemple WebAxis, qui est une des entreprises qui travaille là-dessus. Il y a un petit exemple que j'aime beaucoup aussi, qui fait réfléchir, et qui mêle un peu éco-conception et stockage durable. C'est un site qui a été lancé par un individu qui s'appelle Solar Low Tech Magazine.
Solar Low Tech Magazine, vous pouvez le chercher sur Google. Et l'idée, c'est que cette personne a développé ce site, le stock lui-même, et a mis un panneau solaire sur son toit. Et donc, ce site, il est disponible que quand il y a de l'énergie solaire qui vient l'alimenter, en fait. Et donc, on peut voir, on voit dans le site, 13%, 14%, etc. de charge sur le site. Et tout d'un coup, il n'est plus disponible parce qu'il n'y a plus d'énergie. Donc, on renverse, en fait, le rapport. On se dit, on n'aura accès à la technologie que quand ça sera responsable. Donc voilà quelques exemples. Mais vraiment, c'est un chantier qui débute et sur lequel il faut mobiliser la recherche, les startups, l'État. Tout le monde doit travailler main dans la main. Merci beaucoup. Et peut-être le rôle de député, parce que c'est nouveau, vous avez une expérience effectivement dans la data, dans le numérique. Aujourd'hui, comment l'Assemblée nationale peut aider justement ces startups? Y a-t-il des initiatives, y a-t-il des dispositifs pour croiser, pour fertiliser d'une manière croisée un petit peu ce monde des startups et le monde de l'Assemblée nationale? Oui, donc on travaille à l'Assemblée nationale de façon plus générale à mettre en place un modèle du numérique qui soit plus éthique, plus transparent, plus responsable, plus respectueux des utilisateurs, et d'essayer de lier ça en fait, à la Tech for Good, donc cette marque un peu qui est portée par le gouvernement au niveau international. Donc il y a beaucoup de travaux un peu plus théoriques qui sont faits là-dessus et qui lient, par exemple, le RGPD, la lutte contre les contenus haineux et le numérique responsable, etc. Vraiment avoir une logique de numérique qui nous différencie du modèle des États-Unis ou du modèle de la Chine. Mais je crois qu'au niveau de l'Assemblée, il faudra qu'on travaille sur des textes de loi. Donc, il y a un texte de loi qui approche là sur l'économie circulaire. Il faudra qu'on voit ce qu'on peut rajouter là-dedans. Moi, personnellement, j'aimerais bien pouvoir porter un rapport sur ce sujet. Donc, je me suis déjà rapprochée de François de Rugy, de Brune Poisson là-dessus, de Cédric O, qui sont très partants pour qu'on puisse travailler ensemble là-dessus, pour vraiment mettre en place un plan national très ambitieux sur ce sujet. Je crois que le moment est venu et qu'on ne peut pas être, disons, on peut plus attendre. D'accord. Alors, une question pour vous trois, peut-être. Si vous aviez un conseil pour une jeune start-up, une jeune pousse, mais peut-être aussi un conseil pour un haut fonctionnaire, ça serait quoi? Moi, c'est très simple. Un conseil pour un haut fonctionnaire, c'est de venir à ce genre d'événement et de passer du temps avec chacun d'entre vous, parce que c'est d'abord rafraîchissant, disons-le clairement. Ça change un petit peu des décrets, des circulaires et des réunions interministérielles. Mais au-delà de la plaisanterie, je crois qu'il y a encore, et je le dis, et je me mets dedans, une bascule culturelle qui n'est pas encore totalement acquise dans la haute fonction publique. Peut-être est-ce vrai aussi dans le personnel politique. Vous n'êtes peut-être pas totalement représentatif de l'ensemble des députés. Et voilà, et ça vient. Il faut, moi, je veux des messages positifs et des messages d'espoir. Ça vient, mais il y a encore un petit peu de travail. Donc, je donnerai cela comme conseil. Je n'oserais pas donner des conseils aux startups. Je ne serai peut-être pas le plus pertinent, mais je voudrais profiter du fait que j'ai repris la parole pour souligner quand même, toujours dans une idée positive, pas d'autosatisfaction, mais quand même de plaisir de partager des nouvelles qui sont positives. Constater quand même que cet écosystème qu'on essaie de mettre en place et qu'on fait vivre aujourd'hui avec vous de la Green Tech verte a produit des résultats ces dernières années. Je vous donne vraiment que quelques chiffres très rapides. Il y a aujourd'hui 850 salariés des entreprises de la Green Tech verte. Il y en avait un peu plus de 200 il y a 2 ans. Donc cette croissance, elle est voilà, un marqueur fort de l'institutionnalisation, de l'ancrage, même s'il n'y a pas encore 50 licornes dans cette Green Tech verte. Autre illustration, plus d'un tiers de ces startups ont déposé un brevet, et les 3/4 d'entre elles sont passées du stade du projet à la mise sur le marché et au fonctionnement dans l'économie directe. Donc on voit que ça fonctionne. Si on peut faire plus, il faut qu'on le fasse. Tout ça doit croître et embellir, mais je crois qu'on est sur la bonne voie, donc un message d'encouragement.
Merci Thomas. Un conseil, start-up aux fonctionnaires? Alors peut-être un message plus qu'un conseil, mais je crois qu'il s'applique aux deux en fait. Et c'est un peu ce qu'a dit Frédéric Mazzella tout à l'heure, c'est soyez exigeants, soyons exigeants, parce que notamment les défis de la transition énergétique et climatique l'exigent. Et donc soyez exigeants vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que effectivement, on est là pour vous aider, parce que c'est vous qui allez faire les choses, c'est pas nous. Et donc, soyez exigeants vis-à-vis de nous. C'est comme ça aussi que les choses bougera. Ne vous limitez pas. Et nous aussi, il faut peut-être qu'on apprenne à sortir de nos modes de raisonnement, de nos modes d'organisation habituels, pour décloisonner non seulement le système énergétique, mais aussi la façon dont nous le gérons. Merci. Paula Forteza. Alors, pour les hauts fonctionnaires, pour les politiques, je dirais apprendre à travailler de façon ouverte, en accord avec ces startups, avec cette société civile, et de façon agile et disons en continu. On avait organisé, par exemple, avec Brune Poisson, un bureau ouvert. Donc, c'est une initiative que je mène à l'Assemblée nationale. Tous les vendredis, j'ouvre mon bureau à qui veut venir. Et donc, en général, on a des associations, des développeurs, des data scientists qui viennent travailler avec nous sur leurs solutions pour les tester, pour pouvoir leur donner un peu plus de visibilité, etc. Et donc, on avait organisé un bureau ouvert chez Brune Poisson spécifiquement sur son projet de loi pour essayer de le rendre plus participatif et pour essayer de travailler avec l'écosystème sur les solutions à mettre en œuvre. Et ça avait très très bien marché. Donc ce genre d'initiatives peuvent être mises en place régulièrement par les hauts fonctionnaires. Et pour les startups, je dirais, j'ai déjà travaillé sur le RGPD, donc sur la protection des données personnelles, et on voyait déjà un écosystème de petites et moyennes entreprises, de startups, un peu timides ou qui avaient peur que finalement ça soit plus d'investissement, plus de contraintes, moins de business derrière. Et on avait réussi finalement à les convaincre que c'était un argument de différenciation dans le marché et que c'était un avantage compétitif et que ça pouvait être monétisé, entre guillemets, parce qu'on a de plus en plus des consommateurs qui sont plus exigeants. Et sur cette question de la transition écologique, on voit à quel point c'est devenu un enjeu de société et les jeunes sont mobilisés là-dessus. Donc je crois qu'il faut intégrer cette donnée non comme quelque chose qui vient nous rajouter un poids, une contrainte, mais comme quelque chose qui va définir un numérique qui sera aussi rentable, en plus d'être éthique et de répondre aux besoins sociaux. Merci. Et pour éviter un peu de frustration, on peut même faire 2, 3 questions. Vous êtes inspiré? Oui, bonjour Grégory Labrousse, merci d'avoir parlé de Nemer, qui fait le programme TRIS pour transition énergétique des établissements scolaires. Et effectivement, c'est basé sur l'ouverture des données. Donc l'ouverture des données, c'est vos ministères qui ouvrent les données, c'est Enedis sur les données de consommation d'énergie. Effectivement, c'est les données de l'ADEME sur les DPE qui ne sont pas localisées. C'est les données sur les permis de construire qu'on attend toujours. Et ce sont les données des images aériennes de l'IGN, ce sont les données d'Airbus, ce sont les données sur les gaz à effet de serre. Et tout l'enjeu, c'est de les localiser. Et effectivement, plus on ouvrira les données, plus des startups comme la nôtre et même le public pourra s'en emparer pour rendre des services. Et donc, en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin? Ce mouvement, il a été lancé par Barack Obama en 2009 et il est juste extraordinaire, je pense, pour les citoyens, pour les entreprises et pour les collectivités locales, pour les académiques, parce que finalement, c'est du business dans tous les sens et pour tout le monde. Et Juncker dit que c'est 4% du PIB d'augmentation, parce qu'effectivement, si on a la réponse à toutes les questions, on peut optimiser les séquences de 20-40% dans tous les domaines. Et donc, c'est à vous, politiques, et c'est à vous, responsables des collectivités territoriales et politiques, d'ouvrir les données. Nous, malheureusement, on les a données, en fait, les données à l'État. Il faut les ouvrir, voilà. Donc, c'est voilà la question. Comment ouvrir?
peux peut-être rebondir là-dessus rapidement. Il faut savoir qu'il y a un principe d'open data par défaut qui est inscrit dans la loi. Donc, c'est notre droit d'avoir accès à ces données. Parfois, l'État n'a pas su mettre en œuvre assez en profondeur cette obligation. Et nous avons tout un tas d'acteurs de la société civile qui se mobilisent pour faire des demandes à la CADA. Il y a une association qui s'appelle Ouvre-Boîte qui a décidé d'industrialiser, entre guillemets, ces demandes qui parfois arrivent jusqu'à la justice. Donc voilà, moi, je suis plutôt partisane d'avoir une approche collaborative et de ne pas aller au conflit, mais il faut un moment que l'État se rende compte qu'il faut investir, que ça demande des ressources, d'ouvrir des données, de maintenir les bases en qualité, parfois de produire les données, parce que parfois les données, elles n'existent pas. Et que la société civile a aussi un rôle à jouer. Il y a des bases de données, celles qui sont les plus mises à jour, les bases de données de meilleure qualité sont parfois crowdsourcées. On a l'exemple de OpenStreetMap, par exemple, d'Open Food Facts. Donc, il y a des choses qui peuvent aussi être faites par la société civile elle-même. Oui, peut-être un mot en complément. Je pense que là aussi, la loi, effectivement, a consacré un principe. Il se met en œuvre. Les états d'esprit ont changé. Je vous accorde qu'il y a quelques années, il a fallu un peu changer le mindset, comme on dit en mauvais français. Je pense qu'on n'en est plus là. Mais il faut accepter de comprendre que quand des données ne sont pas encore accessibles, c'est quand même qu'il y a des raisons, des difficultés, des blocages. Donc il faut mettre la pression collaborative et parfois un peu plus agressive sur l'État et sur les administrations pour organiser les choses. Mais enfin, il faut quand même aussi comprendre qu'il y a des exigences de sécurité qui sont des exigences citoyennes. On a parlé du RGPD et parfois on se retrouve à la convergence des deux. Voilà. Donc cet équilibre, il est pas toujours facile à appréhender et parfois il demande un petit peu de temps. Donc je comprends très bien votre impatience, d'autant que je partage avec vous le fait que la fécondité de l'open data dans la créativité des solutions, dans les informations combinées supplémentaires qui sont apparus ces dernières années dans plein de domaines, celui que vous avez cité, mais c'est vrai pour plein d'autres, vraiment sont une démonstration puissante de la pertinence de la démarche. Et aujourd'hui, je ne crois pas, je ne perçois pas de refus de principe. Donc, si tout le monde est d'accord, quand ce n'est pas fait, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est un peu difficile. Pardon de défendre un petit peu les administrations, mais peut-être que c'est aussi dans ce dialogue sur quels sont les points de blocage, quelles sont les difficultés, et j'allais dire dans une bonne volonté partagée qui est utile et fécond pour qu'ensemble on arrive à lever les obstacles, qui sont d'ailleurs parfois au sein de l'État, et puis parfois chez des grands opérateurs privés qui ont aussi des choses à préserver. Et pour compléter, moi j'allais dire, et aussi dans la société civile. Et je crois que c'est là que nous avons une responsabilité collective qui est de rendre les données plus accessibles, mais de les utiliser, j'ai envie de dire, de façon raisonnable. On voit que dès qu'on a une contre-référence sur un sujet de ce type-là, on recule de plusieurs années dans la perception que le public peut avoir de l'accès aux données, et on crée des freins qui ne sont pas forcément du côté de l'État, mais qui sont plutôt du côté de la société civile. Dans le domaine de l'énergie, on en a un exemple tous les jours, qui est celui du compteur Linky, qui est un compteur qui, outre ses aspects techniques, est vraiment la porte d'entrée vers la numérisation du secteur électrique, vers l'accès à des données instantanées, localisées, vers une richesse infinie d'utilisation au bénéfice de la transition énergétique, mais qui, sans doute parce qu'il n'avait pas été suffisamment expliqué, parce qu'il n'avait pas été suffisamment présenté et compris par l'ensemble des Français, a suscité un phénomène de rejet, alors qui reste minime, mais on parle quand même de quelques pourcents de la population ou des communes qui ont rejeté ce compteur, principalement pour des questions d'accès aux données. Principalement avec des arguments du type « mais on va savoir à quelle heure je prends ma douche ».
Alors après, on pense que c'est grave ou pas, ça c'est un avis personnel. Mais voilà, en tout cas, ça a suscité un mouvement national d'opposition qui nous a fait prendre quelques années de retard sur ce qu'on espérait pouvoir faire en matière de données. Donc là, nous, on peut faire beaucoup, le législateur, l'administration, on doit, et encore une fois, je reviens, vous devez être exigeants avec nous. Mais après, il faut que ce soit accepté, il faut que ce soit approprié. Et il n'y a pas de transition écologique, il n'y a pas de transition énergétique sans les citoyens et donc sans leur adhésion sur ce qu'on met en place. Est-ce qu'il y a éventuellement une deuxième question? On monte tout là-haut. Ah, c'est loin. Bonjour, je m'appelle Taman Madi et merci beaucoup pour votre intervention. Alors, j'ai aussi l'impression qu'on a beaucoup de tendance à lier toujours systématiquement les startups à l'innovation, en passant parfois à côté de l'innovation qui peut avoir lieu au sein des grosses entreprises, en sachant que les salariés des grosses entreprises sont aussi des citoyens qui sont sensibles à ces enjeux et qui peuvent travailler dans des grosses entreprises extrêmement polluantes. Donc comment est-ce que l'État peut favoriser l'innovation au sein des grosses entreprises, que ce soit par exemple par l'intrapreneuriat? Est-ce que c'est un sujet qui est pris qui potentiellement va être plus développé par l'État? Merci. Oui, je ne connais pas d'initiative directement, peut-être que vous en avez des exemples, mais ce que je voudrais dire, c'est que dans l'État aussi, l'État, c'est disons une organisation énorme, et là-dedans aussi, on essaye de motiver la prise de risque, disons les comportements entrepreneuriaux. Il y a un programme, par exemple, qui est organisé par Etalab, qui est la mission du gouvernement qui s'occupe de l'open data, du gouvernement, etc., du gouvernement ouvert, et qui a lancé ce programme qui s'appelle Entrepreneurs d'intérêt généraux. Et donc, c'est des entrepreneurs dans l'État qui viennent en général de la société civile, qui ont des profils assez techniques et qui essayent de diffuser un peu cette façon de travailler, ces nouvelles méthodes, qui amènent avec eux le reste des fonctionnaires, le reste des administrations. Oui, j'abonde dans le même sens. Vous avez tout à fait raison. L'État, l'administration, c'est aussi d'abord un employeur et une organisation parmi d'autres. Et donc, cette logique d'intrapreneur, il faut qu'on la développe, et elle existe déjà, mais on a des initiatives, mais sans doute faut-il en faire plus pour aller dans une logique de service public exemplaire, de service public qui évolue. J'ai eu la chance de remettre des prix il y a une semaine à des médecins et des équipes médicales de l'assistance publique hôpitaux de Paris, où justement, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qu'on avait organisé avec eux, eh bien, on avait des équipes, y compris, moi j'ai remis des prix à une équipe qui, dans les blocs opératoires, a changé ses gestes métiers pour réduire l'impact environnemental de l'émission de gaz liées aux gestes de l'anesthésie. Des choses extrêmement concrètes, extrêmement fécondes, et qui sont des initiatives et des innovations à l'intérieur d'une structure publique. Et c'est vrai aussi dans les autres organisations privées. Le rôle de l'État est un petit peu plus distant, parce que le lien est plus indirect, mais vous avez raison, on doit le favoriser. Mais je vous dirais, c'est un petit peu comme tout à l'heure, quand on a commencé cette table ronde, je vous ai dit, l'État doit être un peu moins dans la posture de celui qui sait et qui dit ce qu'il faut faire, et un peu plus à observer, accompagner, stimuler et aider à la croissance. Et typiquement, la vague d'énergie et de volonté de transformation qui arrive, que l'on sent des jeunes générations, je peux me permettre de le dire, diffuse dans toutes les couches des entreprises et de la société. Et donc, c'est ce mouvement-là, en fait, qu'on doit observer et qu'on doit favoriser. C'est certainement pas, enfin, je ne crois pas que ce soit à l'État d'en avoir l'initiative, mais vous avez raison de préciser qu'il faut qu'on le valorise et qu'on le mette davantage en lumière, parce que c'est une force extrêmement efficace dans lequel les entreprises, y compris les grandes, qui sont peut-être un peu moins agiles, c'est pour ça qu'ici on parle beaucoup des startups, mais qui sont peut-être un peu moins agiles parfois, eh bien, prennent conscience que de toute façon c'est aussi un enjeu de leur propre attractivité sur le marché du travail,
et de leur compétitivité à moyen, à long terme et parfois à court terme. Donc ce mouvement, l'État, il est là pour plus l'accompagner que le créer. Mais vous avez raison d'insister là-dessus, c'est très fécond. En particulier en ce qui concerne les grandes entreprises, je crois qu'il ne faut vraiment pas chercher à opposer les grandes entreprises ou les plus petites. On a clairement besoin des deux pour faire la transition énergétique et écologique. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé d'innovation technologique et de briques technologiques, notamment dans le programme des investissements d'avenir. Il y a beaucoup aussi de grandes entreprises qui sont financées sur les à peu près 400 millions d'euros que l'État met chaque année dans la recherche et l'innovation dans les nouvelles technologies de l'énergie. Il y en a une partie significative qui va à des grandes entreprises. Ceci dit, voilà, il y a, j'ai presque envie de dire, surtout un état d'esprit, une agilité, effectivement, un décloisonnement que les startups apportent, une capacité à aller chercher des données, à travailler dans le monde du digital, qui peut exister aussi dans les grandes entreprises quand elles choisissent de le développer et de le soutenir, mais qui n'existe pas toujours. Donc les startups sont un atout supplémentaire par rapport à des choses qui existaient déjà, mais un atout supplémentaire qui émerge et qui donc a peut-être un peu plus besoin de l'État. Les grandes entreprises peuvent apporter beaucoup, mais comme il faut bien choisir nos priorités, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'elles ont un tout petit peu moins besoin de nous et que finalement, elles peuvent faire elles-mêmes en interne vis-à-vis de leurs salariés des choses que l'État fait par ailleurs avec des entreprises plus petites qui n'ont pas forcément le moyen de le faire seules. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci.